Et pour les enterrements, je jouais toujours. La valse de Chopin. Ma grand-mère m'a dit, quand j'avais 3 ans, c'est elle qui m'a appris à lire et à écrire, je savais déjà lire et écrire. Elle m'a dit, maintenant c'est fini. Vous passerez à la musique, mais surtout pas au violon. Ce sera du piano. Et je me suis mis au piano à 3 ans. Et puis après, bon, j'ai étudié le piano au conservatoire et le chant, surtout. Et j'ai chanté un peu partout, dans toutes les églises de Paris. Mache dich ein Herz il wie Jesus es begraben, wie Jesus es begraben. Notre Père qui es aux cieux, qui sait tout et qui voit tout. Pendant la récréation, je me mettais à l'extérieur sous un platane et je lisais. Et où j'écrivais des poèmes, dont un « La lune dans les cieux éclaire brillamment notre d'ange endormi depuis déjà longtemps. Cet astre qu'Artémis portait sur son front blanc, et quand elle a fini de briller sur la terre, elle laisse sa place au soleil solitaire. Vers d'autres horizons, elle va s'épancher au milieu des étoiles et répandue par milliers. J'avais 10 ans quand j'ai écrit ça. La seule fois où j'ai voulu jouer avec un gamin de mon âge, elle m'a fouetté au martinet en me disant c'est la première mais c'est la dernière fois. Donc je n'ai pas eu d'amis d'enfance. Et elle m'a trouvé à Audange des amis qui avaient plus de 80 ans. Donc j'ai été élevé dans le monde des amis de 80 ans. Ma mère m'avait mis un peu à l'écart, surtout parce que j'ai été élevé par ma grand-mère et ma mère ne l'aimait pas. N'ayant jamais été jeune, je ne serai jamais vieux. Alors, oubliant leurs rides, en souvenir du passé, les 2 aïeux se décident et s'enlacent pour danser. À Audange, c'est là qu'il y avait, jusqu'en 1804, la chapelle de Saint-Yves, qui était à la sortie d'Audange, et c'était le plus grand pèlerinage de toute la région. Et puis on est allé frotter la statue à l'endroit où la personne avait des problèmes. C'était une messe extraordinaire à laquelle venaient tous les prêtres du canton et l'archevêque de Bordeaux. Et après, le prêtre d'Audange allait de l'église jusqu'en bord de mer avec, au-dessus de lui, les reliques de Saint-Yves. C'était un saint de Bretagne. Je me souviens, quand j'étais enfant, on dansait, les Audangeois dansaient devant la mairie. Et j'y étais avec ma mère, mais je devais avoir 7 ans, 6-7 ans, et ma mère et mon frère. Et un homme se jette sur 2 femmes
et leur dit « Mais enfin, vous n'avez pas le droit de jouer, de danser ensemble ?» C'était un tango. Et il leur a dit « Tout le reste, vous pouvez le danser ensemble, entre femmes, mais le tango, jamais !» Et ça, c'était la milonga préférée de ma vieille gouvernante argentine. Le tango, lui, était dansé au départ en Argentine entre hommes, entre voyous, très souvent, dans des sortes de lupanars. Et chacun, les deux hommes, avaient un petit couteau. Et celui qui abattait celui d'en face gagnait et héritait d'une prostituée. Mais alors, en 1913, des hommes argentins sont allés à Paris, dans ce grand restaurant qui s'appelle la Coupole. Et ils ont appris aux femmes françaises à danser le tango. Et c'est la première fois que le tango était dansé entre hommes et femmes. Et alors, ces hommes argentins sont revenus en Argentine et ils ont voulu que les Argentines dansent, les femmes argentines dansent le tango. Elles n'ont pas voulu. Donc on a fait venir de France des prostituées françaises. Et alors là, le tango, et peu à peu, les femmes argentines s'y sont mises. Mais alors, les tangos de cette époque se sont appelés Francesita, petite française, Pobre Francesita, pauvre petite française, Madame Ibonne, Ibette, Claudinette, rien que des noms de femmes françaises. Et sur les partitions, on voit toujours une femme. On ne le sait pas, dont le tango homme-femme est né à Paris. Oh ben je vais en improviser un. Mon ancêtre, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est allé à Buenos Aires, est allé en Argentine en 1868 avec un petit garçon qu'elle faisait passer pour son petit frère. Et c'était un enfant naturel qu'elle avait eu. Voilà. Donc elle est allée là-bas et elle a vécu quasiment dans la Pampa pendant 5-6 ans, dans une maison avec comme voisine la grand-mère de Borges. Et oh, mais c'était un personnage. Et je voulais le connaître, vous savez pourquoi? Parce que avant d'être nommé à Buenos Aires, conseiller culturel à l'ambassade, eh bien, j'enseignais à Normal Sup et j'avais au programme une œuvre de Borges. Parce qu'on m'a proposé d'autres pays, mais j'ai voulu aller dans le pays où était allée mon arrière-grand-mère, et puis surtout connaître Borges, que j'avais enseigné. Et puis après, avec lui, on a tellement parlé. Tout n'était que référence littéraire. C'est toute ma famille, ça. Parce que Borges m'avait dit, quand vous aurez passé 60 ans, si vous n'avez pas de famille devant,
elle sera derrière. Et vous deviendrez le père de votre père, le grand-père de votre grand-père, l'arrière-grand-père de votre arrière-grand-père. Et alors, me voilà là, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. En haut, c'est ma grand-mère et moi. Là, c'est ma mère et moi pour mon baptême. C'est toute la famille. Borges s'est installé, mais c'est pour ça qu'on a dû s'entendre, il s'est installé dans la lecture et l'écriture dès l'âge de 2 ou 3 ans. Alors, avec Borges, j'allais très souvent dîner chez 2 grands écrivains argentins, Adolfo Bioy Casares et Silvina Ocampo. À la fin du repas, on récitait des poèmes en français ou en espagnol. Et alors, l'un d'entre nous disait le premier vers, et celui qui arrivait au dernier avait gagné. Et il y avait en particulier des vers de Quevedo. La vida empieza con lágrimas y caca. La vie commence avec des larmes et du caca. Et à la fin de sa vie, je travaillais avec Borges à Genève. C'était quelques semaines avant sa mort. Et il a eu besoin d'aller aux toilettes. Et il est allé aux toilettes. Et il m'appelle pour la première fois par mon prénom, Jean-Pierre, Jean-Pierre. La vie commence et elle se termine de la même façon. La Pléiade, c'est moi qui ai retraduit toute son œuvre. C'est 12 ans de ma vie. Et puis, j'ai écrit ce livre, donc, La vie commence. Quand on travaillait, il me tapait sur le bras et il me disait « Je pense que nous sommes cousins ». Et à la fin de la séance de travail, il me disait « Je suis sûr que nous sommes cousins. Quand vous irez en France, vous ferez des recherches généalogiques sur mes ancêtres français. » Et alors, j'ai hérité d'un livre merveilleux, d'un arrière-grand-oncle qui était allé là-bas avec mon arrière-grand-mère et qui écrit « Ce jour-là, j'entrai dans l'intimité de la famille Borges. Ils m'installèrent une chambre dans leur résidence. » Donc je pense qu'on était cousins. Sa dernière phrase, elle a été pour moi. Il m'a dit « Je ne la dirai pas dans la langue de Cervantes, je la dirai dans la langue de Voltaire. » Et il a rajouté « Merci pour tout. Vous êtes un grand ami. Vous m'avez aidé à mourir en littérature. Je n'ai rien à vous léguer, mais je vous condamne à être la mémoire de Borges. » Voilà. Et ça a été sa dernière phrase, peu avant sa mort. Donc je suis condamné à être la mémoire de Borges.